On va d'abord parler de cette tuerie à Buffalo, aux États-Unis d'Amérique. La haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique, selon le président Joe Biden. Et ensuite, le Mali, nouvelle mobilisation de soutien à l'armée à Bamako. La Guinée, le CNRD interdit les manifestations de rue. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo, état d'urgence sanitaire. Où en est-on? Nos invités sont en place. Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonjour. Bonjour Michel, c'est un plaisir. Bonjour à ceux qui nous suivent. Bonjour à Ibrahim, mon frère de longue date. Ça fait des années qu'on se côtoie sur le plateau, ça fait plaisir de le voir. Bonjour Ibrahim Macha. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous êtes directeur de publication de Temps Nouveau. On file pour les États-Unis d'Amérique. Sous le choc, les habitants de la ville de Buffalo, dans l'est de New York, ont rendu hommage dimanche aux 10 personnes tuées la veille donc dans un supermarché, dans une majorité d'Afro-Américains, par un homme blanc dans une fusillade décrite par les autorités comme un crime raciste motivé par la haine. Et Horus Donkovi, le président américain, a parlé. Pour lui, la haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique. C'est fort. Mettons, est-ce qu'on peut dire que c'est fort? Mettons que c'est juste relever la réalité de la situation. Parce que tout part de comment se construisent les États-Unis, tout part de son rapport à l'exploitation de la force noire, tout part de, comment dirais-je, de l'organisation de ces institutions. Quand par exemple, on prend par exemple l'exemple de la guerre de sécession, on prend les Black Codes qui sont accentués après, quand on prend les lois Jim Crow, quand on prend toute la lutte contre la ségrégation, quand on prend comment dirais-je, les émeutes raciales qui sont de façon récurrente, qui sont récurrentes aux États-Unis. Vous prenez les émeutes du Watt dans les années 65, vous prenez les émeutes lors de l'assassinat de Martin Luther King, vous prenez les émeutes de Los Angeles en 92, vous prenez tout la dynamique Black Lives Matter. Ce sont des trucs qui prouvent que l'Amérique ne va pas bien. Voilà, c'est-à-dire... Sur le plan sécuritaire. C'est pas sur le plan sécuritaire, c'est sur le plan de la construction même. De l'Amérique en termes de melting pot. Mettons qu'il y a un problème au niveau des minorités aux États-Unis. Et le problème afro-américain est normalement un problème qui devrait nous interpeller au niveau de l'Afrique. Parce que, si vous voulez, nous sommes la communauté qui défend les moins ses représentants. Si par exemple vous prenez par exemple l'exemple des Juifs, le lobby juif des États-Unis participe énormément à la construction d'Israël, et Israël s'arrange énormément à intervenir quand il s'agit de défendre ses ressortissants. Et quand vous voyez les leaders panafricains justement, que sont Malcolm X par exemple, mais la plupart ont posé la question de la nécessité pour les États africains, et en l'occurrence l'OUA de l'époque, de reconnaître, d'affirmer le lien qu'il y a entre le continent africain et les Afro-Américains, toutes les diasporas qui sont à l'extérieur, parce que ces diasporas-là ont besoin de se sentir protégés, et surtout ces diasporas-là ont besoin d'être ancrés à leurs origines. Ce n'est pas pour rien par exemple que vous avez l'État haïtien qui a un fort rapport à l'Afrique. Maintenant, ceci étant dit, ce qui est intéressant dans l'histoire afro-américaine et afro-caribéenne, c'est que elle pose la nécessité pour les communautés noires, non pas seulement d'affirmer leur indépendance et leur droit à la liberté, mais aussi à sécuriser cette accession à l'indépendance et à la liberté. Lorsque vous prenez l'histoire des États-Unis, l'histoire afro-américaine des États-Unis, vous verrez que à chaque fois qu'un droit a été obtenu, il a été sabordé à la suite.
Donc, lorsque par exemple vous avez l'indépendance des États-Unis avec la participation de Noirs à la libération des États-Unis, ainsi de suite, ben, à la suite, vous avez des présidents américains, les premiers, qui vont avoir des esclaves noirs. Lorsque vous avez la guerre de sécession aux États-Unis qui va, porter l'étiquette de la lutte abolitionniste et ainsi de suite, ouais. Ben, tenez-vous bien, la guerre de sécession, elle est de 1861 à 1865. L'année qui suit, 66, un an après, on raffermit, c'est-à-dire on renforce les black codes. C'est pour vous dire un peu. Ouais. Vous avez, vous prenez, qu'on appelle Haïti. Ben, Haïti prend son indépendance. Mais ce qui suit après, c'est un genre d'embargo économique autour d'Haïti qui contraint le pays à baisser les Chines face aux puissances. Donc il y a vraiment quelque chose, il faut vraiment qu'en Afrique, lorsqu'on cause des communautés afro-américaines, afro-caribéennes et ainsi de suite, qu'on s'approprie ce combat-là parce qu'il est très fortement lié à ce qui se passe chez nous. Alors, Ibrahim Mathia, c'est une attaque raciste et violente. D'ailleurs, l'Amérique a connu cette semaine, la semaine qui vient de passer, parce que l'attaque là a visé les Afro-Américains. Oui, je pense que nous devons nous référer un peu à l'histoire américaine. Et surtout quand nous parlons d'abord de l'esclavage qui continue de laisser des stigmates dans la mémoire collective. Et nous verrons qu'il y a une certaine race, je ne veux pas tout de suite rentrer dans des comparaisons faites par ces racistes-là, mais il y a une certaine race qui revendique une certaine suprématie. Et l'histoire américaine a été toujours jalonnée par cette affirmation identitaire au niveau de cette race dont je veux parler. Et Horace parlait de la guerre de sécession, oui, et tout est parti de là. Vous allez voir que le nord américain qui était beaucoup plus développé, qui était tourné vers l'industrialisation, face au sud de l'Amérique qui était toujours dans le domaine de l'agriculture, qui a besoin de la force ouvrière noire, ne voulait pas qu'il y ait un affranchissement des Noirs. Puisque quand on parle de la traite négrière, quand on parle des esclaves, ce sont les Noirs qui étaient contraints d'aller travailler dans les plantations et faire tout ça là. Donc c'était l'énergie, la force productrice noire qu'on utilisait au niveau de l'Amérique, disons, du Sud. Et lorsque la guerre là a éclaté, surtout avec, disons, le lobbying de Jefferson et, comment l'appelle-t-on là, oui, de Jefferson, nous avons remarqué quand même que les Noirs ont essayé de suivre le mouvement, mais c'est après la guerre que l'abolition même de la traite négrière a été vraiment consacrée. Quand ça a été consacré, ça a permis quand même aux Noirs, surtout aux Afro-Américains, de s'émanciper et de s'insérer véritablement dans la société américaine. Mais depuis ces événements, à chaque fois que les États-Unis ont continué leur marche vers leur autonomie, vers leur épanouissement, vers leur développement, il y a eu toujours de cette nostalgie du passé qui se sont toujours manifestés. Donc c'est ce que nous remarquons par moments, surtout ceux de l'extrême droite américaine qui se revendiquent d'une certaine suprématie de la race blanche sur les Noirs, qui n'hésitent pas à commettre des forfaits juste parce que ils estiment qu'il faut aller vers, si le mot est trop grave, veuillez m'en excuser, une épuration des Noirs au niveau des États-Unis. Et ça, je pense que c'est ce qui a amené Joe Biden à parler de la haine. Voilà, oui. La haine là, qui a toujours marqué l'histoire américaine. Et ça continue et jusqu'alors, il y a de ces gens-là. Mais au-delà de l'aspect nostalgique ou bien des gens qui se revendiquent d'une certaine suprématie raciale, il y a certains que nous appelons, entre griffes, des fous. Donc il y a par moment
de ces ratés-là qui ont un certain déséquilibre psychologique, mais qui se livrent à des attentats de Pour ce genre. jeune, il a 18 ans, est-ce qu'on peut parler de raté déjà quand on voit son âge, Ibrahima Diarra? Non, il n'est pas un raté, puisque la façon dont le jeune a agi, et selon certains experts de la police, il s'agit d'une agression raciale. C'est ça, c'est racial. Donc, ce qui voudrait dire que c'est prémédité. Selon lui, il fallait quand même attenter à la vie des Noirs, parce que, je ne sais pas, il se peut qu'il ait des ressentis par rapport. Justement, c'est pourquoi on disait que c'est prémédité. Il enregistrait, il transmettait ça sur un site. Et c'était vécu quoi, en live par tous ceux qui suivaient le site. Heureusement que les promoteurs du site, à un moment donné, ont compris que ça ne valait pas la peine, parce que de relais en relais, ça allait quand même créer d'autres situations qui pourraient échapper au contrôle de la force de sécurité américaine. Voilà pourquoi ça a été censuré d'une manière ou d'une autre. Mais il faut dire que les gens ont pu suivre directement cette vidéo et ça n'a fait que exacerber les rancœurs, et ça risquait vraiment de faire revivre les années comme le disait Horus, de 1861 par rapport à cette guerre de sécession. Certains d'entre nous sont très en colère, a lancé le pasteur Anthony Bronner lors d'une veillée devant le parking du supermarché Tops, où le jeune équipé d'une arme d'assaut et d'un gilet pare-balles a fait feu. C'était samedi précisément. Alors, Horus, donc oui, crime motivé par la haine, et quand on voit surtout l'âge du jeune, 18 ans, l'Amérique a beaucoup de travail devant. Oui, parce que le problème qui se pose, il est de plusieurs ordres. Le premier est que la plupart des extrêmes se nourrissent de l'ignorance des gens. L'éducation, l'histoire, c'est un outil politique. Avoir des jeunes extrémistes de droite qui vont se prévaloir d'une suprématie sur un État comme les États-Unis, c'est versé dans l'ignorance, d'autant plus que l'installation des Occidentaux sur le territoire se fait sous la base d'un génocide, celui des Amérindiens. Et jusqu'à présent, bien que l'on reconnaisse qu'il y a eu génocide, qu'il y a eu massacre, ces Amérindiens-là, ils sont en minorité sur le territoire et ils sont parqués dans des réserves. Les dites réserves qui font partie des zones les plus pauvres des États-Unis. Oui. Alors, on est toujours dans le déni, parce que je ferai remarquer aux gens qu'il y a de cela une vingtaine d'années, lorsque des parents voulaient offrir des cadeaux à des enfants, on leur offrait des revolvers et on leur offrait des fléchettes. On trouvait normal de jouer aux cow-boys et aux Indiens, sans expliquer aux enfants qu'on parlait là d'un génocide, de l'éradication totale de communautés et de leur remplacement même dans les champs par une autre communauté arrachée de son sol pour venir investir dans des plantations. Alors, par exemple, vous voyez ce jeune-là qui va se réclamer d'une suprématie de droite et ainsi de suite, a-t-on expliqué à ce jeune homme que les Occidentaux qui arrivent sur le territoire américain, les premières colonies, sont faites très souvent de repris de justice, sont faites très souvent d'aventuriers, sont faites très souvent de communautés chrétiennes qui ont été chassées par la réforme. C'est pour ça que vous avez les Quakers, c'est pour ça que vous avez des Mormons, c'est pour ça que vous regardez l'histoire des États-Unis, vous regardez l'histoire de la construction des différents États qui vont constituer les États-Unis. Vous verrez que la plupart de ces États ont été construits par des communautés chrétiennes chassés qui essayent de se reconstruire, des aventuriers, vous avez des repris de justice, je pense que la ville de Philadelphie avait des forts et ainsi de suite. Ouais, et donc il y a de cela, il y a cela. On va marquer D'accord. Une pause, on revient pour vous donner la parole pour le développement. La pause, elle s'impose.